L'AFJA, en partenariat avec le SPACE, présente le dîner-débat, le modèle breton de l'élevage à l'épreuve. Bonsoir et merci d'être là à la fin de cette journée qui clôt le congrès de l'AFJA que nous avons fait cette année en Bretagne, en partenariat avec le SPACE. Nous passons à ce débat sur le modèle breton de l'élevage. Alors, le modèle breton de l'élevage est-il seulement à l'épreuve ou est-il aussi malade qu'il faille le sauver? Suffirait-il de desserrer les contraintes réglementaires, comme certains professionnels l'estiment, pour relancer la machine? Ou bien faut-il aller plus profond et que les filières professionnelles dans les différents secteurs se remettent en cause et raisonnent autrement? Comment les instruments de la PAC peuvent-ils être mis au service d'un virage, d'une évolution de ce modèle breton et avec quels enjeux? Comment retrouver de la visibilité pour les éleveurs alors que beaucoup peuvent être attirés par les céréales et les productions végétales avec des cours élevés et que beaucoup de jeunes hésitent à venir dans ces métiers en raison de sa pénibilité? Voilà tout ce qu'on va aborder ce soir. Quel constat vous faites, Alexandre Gouin, sur le modèle breton et sur l'élevage? L'élevage breton s'est développé il y a quelques années, une décennie, d'abord parce qu'on voulait maintenir de la population sur le territoire. D'accord. Et on ne fait jamais d'omelette sans casser des œufs. Donc, on ne va pas maintenir des agriculteurs bretons juste à ce qu'ils regardent les mouches volées ou les papillons volés. Donc quand on dit toujours comment il va falloir sauver l'élevage breton, moi je commencerai par exemple politique. C'est vrai qu'on ne va pas dire que tout va bien, mais de dire que les gens ne sont pas capables de relever certains défis, c'est faux aussi, quoi. Mais quand on dit que des dizaines de milliers d'emplois sont menacés par l'état de l'agriculture bretonne, est-ce que c'est vrai? Certains emplois, ouais, mais dire que tout est menacé, c'est l'histoire qui veut que... Comment ça s'appelle la formule? La croissance qui est destructrice d'emplois, mais qu'il y en a d'autres qui se créent. Ce qu'il faut, c'est essayer d'anticiper les secteurs où on peut être, à terme, compétitif, quoi. Et dans le rapport du Césaire, moi qui suis plutôt classé libéral pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai quand même réussi à admettre qu'il faut un peu soutenir les secteurs d'activité qui sont générateurs d'externalités positives. Et moi, je crois que l'élevage est de plus en plus générateur d'externalités positives. Il y a un peu d'externalités négatives, donc là, c'est pas le nier, là. Mais il y a eu des effets que, maintenant, c'est quand même mieux d'avoir des gens sur le territoire que des gens de temps en temps sur le territoire, il y aura du temps à Paris ou je sais pas où, quoi. Moi, je ne suis pas favorable au couplage. Je ne suis pas favorable à dire à un éleveur, tu fais ça ou tu fais ça. Par contre, je suis favorable à ce qu'on dise, il restera des éleveurs. Et ils feront ce qu'ils voudront dans l'élevage. C'est une petite nuance. C'est-à-dire qu'en fonction... C'est pas Bruxelles, c'est pas Paris, c'est pas la puissance publique qui sait où seront les marchés demain. Si vous êtes producteur, c'est parce que vous n'êtes pas fonctionnaire qui veut pas. Mais c'est parce que vous prenez des risques aussi. Et vous êtes rémunéré quelque part, en partie, parce que vous prenez des risques. Il faut vous accompagner, il ne faut pas que les changements soient brutaux, il faut savoir accompagner. Mais de là à dire, c'est la puissance publique qui saura exactement ce qu'il faut faire exactement demain, etc. Non, c'est quand même les signaux du marché qui doivent dire, ben, il y a plus de gens qui mangent de la volaille de cette forme-là, ben, si ça leur plaît, ben, on leur fait cette volaille. Alors, les signaux du marché, si on est un éleveur allemand, ils sont formidables. Et ici, nous sommes en train de nous demander si la Bretagne, terre de la compétitivité de l'élevage, va s'en tirer ou s'il faut la sauver. Il y a toujours un peu ce discours, aidez-nous, aidez-nous. Moi, ça fait 15 ans que je bosse, ça fait 15 ans que c'est la crise, quoi. Bon, nous, on ne retient pas exactement les discours pour savoir si c'est la crise. Nous, on regarde d'autres indicateurs économiques. Le premier qu'on regarde, nous, en tant qu'économistes, c'est peut-être faux, hein, mais c'est qu'on regarde la valeur des actifs qui sont spécifiques à l'activité sur laquelle on travaille. Et dans l'agriculture, quand même, il y a un actif qui est vraiment particulier, c'est la terre. C'est assez difficile de faire de l'agriculture sans terre. Il y a une stat du ministère de l'Agriculture qui montre que depuis 15 ans, enfin je sais là, depuis 15 ans, ça ne fait qu'augmenter de manière régulière.
Donc si depuis 15 ans c'est la crise, mais que le prix du foncier depuis 15 ans ne fait que d'augmenter, ceux qui ont dit ça il y a 15 ans, ils s'étaient trompés, mais on peut se tromper. Mais c'est quand même un indicateur qui dit, il y a encore des gens qui y croient. Sinon, à un moment donné, ça commence à s'arrêter d'augmenter, voire ça. On va revenir maintenant aux filières, à chaque filière, et voir comment ça se passe dans, par exemple, le port au frais. Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, un déficit peut-être de dialogue avec la société, parce que c'est plutôt la société que la performance qui limite la production porcine en France, non? Quand on parle du modèle breton, moi je relativise toujours parce qu'il est souvent décrié, et pour autant, à y regarder de plus près, il ressemble à s'y méprendre à ce qui s'est fait aux Pays-Bas ou au Danemark. Et dans ces pays-là, on n'a pas forcément de contestation du modèle tel qu'il est construit, alors qu'en Bretagne, on nous a toujours un peu tapé dessus depuis 20 ou 30 ans, et de plus en plus fort depuis 20 ans. Mais moi, je revendique malgré tout cette appartenance à ce modèle, parce que, très honnêtement, s'il n'y avait pas eu cette volonté de nos parents, dans les années 60, de rester sur le territoire breton, moi, je ne serais pas agriculteur aujourd'hui. Moi, ma mère est issue d'une famille de 16 enfants. 16 enfants. Et ça a été parce qu'il y a eu des possibilités de développement agricole intensif, et notamment du hors-sol, que mes parents ont pu s'installer. J'en suis fier, parce que globalement, la Bretagne est sortie de la misère après la guerre pour avoir produit un certain nombre de richesses qu'on ne doit pas oublier. Moi, je dirais tout simplement, pour la filière porcine, ce que l'on revendique demain, c'est de faire en sorte que l'on puisse travailler dans un contexte réglementaire, économique, qui soit suffisamment incitatif pour que les gens puissent rester travailler et pouvoir investir. Je pense que ça, c'est un point important. Quand je dis réglementaire, c'est de respecter les directives européennes. Moi, je suis un Européen convaincu. Vous considérez que les éleveurs allemands ont plus de champs libres pour augmenter la production? Ils ont eu plus de champs libres dans les dernières années. On est soumis aux mêmes règles administratives, aux mêmes règles environnementales, par exemple. Mais par contre, il faut franchement dénoncer cette lourdeur administrative qui fait qu'un éleveur de porc, quand il décide de s'installer, il y a un délai qui avoisine souvent les 2 à 3 ans avant qu'il puisse commencer sa carrière. Et ça, c'est plus acceptable dans un monde où ça bouge à une telle vitesse que ça nous paraît, nous, en tant que professionnels, inconcevable de pouvoir imaginer un projet et de le mettre en place 3-4 ans plus tard. C'est aujourd'hui complètement dépassé. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas grand-chose à changer, c'est qu'une question de réglementation et d'environnement pour produire. Moi, je ne conteste pas les règles environnementales en tant que telles. Je conteste la lourdeur administrative franco-française. Voilà. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler dans un contexte économique qui soit, on va dire, incitatif pour travailler. Dans la filière porcine, on a longtemps regardé nos concurrents américains et brésiliens, et malheureusement, on n'a pas vu nos voisins les plus proches, en gros, s'adapter à ce contexte et finalement s'affranchir de cette concurrence américaine pour en quelque sorte nous damer le pion. Quand on parle de contexte économique favorable, c'est de faire en sorte qu'au niveau de la communauté européenne, on puisse travailler avec des règles fiscales, sociales, qui soient à peu près les mêmes. Cette affaire de distorsion de concurrence que l'on subit depuis quelques années, elle est à la fois dangereuse sur le plan économique au niveau français, mais elle est aussi très très dangereuse en matière d'appartenance à une communauté européenne telle qu'elle est construite et imaginée aujourd'hui. Monsieur Choquet, Jean-Michel Choquet, sur l'agriculture, quel est votre regard sur les situations actuelles? Bon, alors, d'où TISAPCO qui doit diminuer de 40% sa production, enfin, tout ce qu'on connaît sur l'agriculture, tout ce qui s'est passé dans ces derniers mois, comment vous voyez, quel constat vous faites sur cette filière et sur ce modèle breton avicole? Il n'y a pas qu'un modèle breton avicole, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'un marché fonctionne sainement par sa segmentation. Donc ça crée derrière une production qui correspond à la segmentation du marché.
En Bretagne, on fait du poulet label, on fait du poulet bio, qui correspond à un marché, à des gens qui ont les moyens d'acheter ça et qui achètent aussi par idéologie un petit peu, concept. Mais moi souvent je dis, j'ai une image, il y a poulet des jours en I et de poulet du dimanche. On est encore un peu à la poule au pot d'Henri IV. Quand vous achetez un poulet label, c'est souvent le samedi, le poulet bio, ou souvent, encore plus souvent le dimanche. Mais jamais sur la semaine, vous achetez un poulet label ou un poulet bio. Parce que déjà, vous n'avez pas le temps de le cuisiner, et souvent vous le mangez parce que vous avez vos enfants avec vous, et puis c'est un moment de partage quelque part. Et les autres jours de la semaine, vous mangez quoi? Du poulet qui est découpé. C'est de la découpe, c'est parfois une escalope de dinde, un filet de poulet, un émincé de poulet. La viande de volaille, vous la mangez souvent comme ça. Et beaucoup plus en fin de compte que le poulet label et bio. Parce qu'il y a 6 jours en I dans une semaine. On ne peut pas dire le modèle breton il est à côté de ses pompes. Sur ce marché-là, on n'en fait même pas assez parce que 40% de la viande de poulet qui est consommée en France est d'importation. Elle vient souvent en plus du Benelux, Allemagne, Pays-Bas et puis Belgique. Donc, et si vous allez sur ce créneau, donc ça c'est toute viande de volaille confondue avec les labels et bio. Mais si vous vous arrêtez sur ce que vous mangez en restauration RHF ou ce que vous achetez quelquefois en découpe, en RHF, ça reste 87% de la viande qui est consommée provient de l'étranger. C'est de la viande allemande, belge ou hollandaise. Donc à la rigueur, le modèle breton, parce que souvent on dit le modèle breton, bah c'est le modèle qui sert à faire le poulet, la viande de volaille pour les jours en I, bah il n'est pas assez abouti parce qu'aujourd'hui il y a au moins la moitié qui vient d'ailleurs que de chez nous. Qu'est-ce qui pourrait doper les aviculteurs français comme sont dopés les aviculteurs allemands? C'est quoi votre dope? Qu'est-ce que vous voudriez? Notre dopage. Aujourd'hui, il y a quand même des pistes. Il y aura du PMBE en Bretagne pour moderniser les exploitations, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura que des fermetures d'usines. Parce que quand on regarde la pyramide de production, elle est dramatique. Cela dit, toucher au premier pilier de la PAC pour nourrir le second pilier, c'est pas gagné. Hein. Il y a des choses qui vont se faire, on n'a pas trop le choix. Et puis, l'avenir des céréaliers passe aussi par les productions animales. Donc, alors là, on aborde l'avenir des céréaliers et de production animale mêlée, conjuguée bien sûr. Thierry Roquefeuille, sur le lait. Les éleveurs laitiers en Bretagne, c'est plutôt des éleveurs laitiers intensifs. La prochaine PAC risque plutôt de les malmener en termes d'aide. Comment vous voyez leur problématique? Moi, je crois que la dynamique laitière, vous disiez, peut être malmenée dans les années à venir si la PAC ne donne pas les bonnes solutions. On est certain d'une chose aujourd'hui, c'est que la PAC est le résultat d'une donne économique des années passées, puisqu'on parle d'historique. Parce que ce qu'on a besoin d'afficher au niveau de la filière laitière, c'est quel est l'objectif final. Essayons d'avoir une lisibilité entre le moment, l'instant T que nous sommes aujourd'hui, et l'année 2019-2020, où effectivement on va aller dans une dynamique européenne, dans une volonté politique d'aller vers des aides qui ne seront plus liées à la production. Mais pour passer de l'instant T à l'année 2019-2020, ben, il faut qu'il y ait un trajet qui se fasse, et ce trajet, pour nous, il ne peut pas être en rupture. Donc la réponse, elle se fera effectivement par la PAC, mais elle se fera aussi par les signes économiques du marché. Et c'est là l'enjeu des industriels, et des industriels laitiers français, qui ont quand même commencé à afficher quelques signes, en investissant quand même assez fortement dans la région ouest. Mais ce qui n'est pas suffisant aujourd'hui, c'est que ces industriels qui investissent pour l'avenir, ok, mais aujourd'hui, quels signes ils donnent aux producteurs? Et aujourd'hui, on ne voit pas les signes qui se donnent aux producteurs. C'est toute l'incohérence un petit peu du schéma économique laitier que l'on connaît aujourd'hui, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, où les gars sont euphoriques, ouais, les cours sont bons, tout le monde va bien, on investit. Alors que nous, on est dans le même contexte économique européen,
mais avec une dynamique qui n'est pas là parce que les messages ne sont pas bons. Olivier Alain, vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor, on l'a dit, vous êtes aussi éleveur bovin. En viande bovine, il y a une déprise continue de la production depuis le début des années 90, et le secteur de l'abattage et de la découpe est en grande difficulté. Alors, votre regard d'abord sur cette situation, et ensuite, la PAC, les primes PAC, les aides PAC, comment peuvent-elles améliorer la situation, avec notamment la prime à la vache allaitante, dont vous voulez avoir substantiel coup de pouce par cette réforme, par l'application nationale de cette réforme de la PAC. Peut-être avant de répondre à votre question, je trouve que c'est intéressant de... Alors, tout à l'heure, mon ami Alexandre s'est présenté comme un libéral, alors moi je suis à l'opposé. Moi je pense que compte tenu de la caractéristique de l'agriculture et de ses marchés, je suis un partisan de, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de l'interventionnisme. Je pense que la puissance publique, l'Europe en l'occurrence, doit intervenir sur les marchés, sur les aides, pour orienter les productions. Donc j'ai trouvé que le découplage des aides en 2006 était une connerie sans nom. Donc je considère, je pense, que la puissance publique doit intervenir parce que l'agriculture c'est un enjeu stratégique et qu'il faut non pas dire, comme le disait de façon un peu caricaturale Alexandre, ce que chaque agriculteur doit faire, mais à un moment donné, que l'Europe soit par exemple aussi dépendante en protéines qu'elle ne l'est, c'est très dangereux. C'est très dangereux, qu'il vaudrait mieux justement que par des aides couplées, pour une politique publique intéressante, elle encourage par exemple la production de protéines pour être moins dépendant des États-Unis, du Nord ou du Sud. Quand on regarde les revenus agricoles, pour ceux qui sont agriculteurs, c'est-à-dire des actifs non salariés, on a des revenus agricoles qui sont relativement homogènes. C'est tout le temps les mêmes. J'ai presque envie de dire que tout va bien pour le meilleur des mondes. Qu'on ait des primes ou qu'on n'en ait pas. Un hectare de production animale génère, jusqu'à 2007, 3 fois plus de revenus qu'un hectare de production végétale. Et 2007, on a un changement de paradigme, avec des céréales qui, comme chacun sait, sont multipliées par 2,5. Et là, pour la première fois, on a un revenu dégagé à l'hectare, important de raisonner à l'hectare, qui potentiellement est souvent supérieur en production végétale qu'il ne l'est en production animale quand on est du moins éleveur de ruminants comme Thierry Roquefeuille ou même tous ceux qui font du lait, du mouton ou de la vache allaitante ou de la viande bovine. Et là, ça pose un problème, puisqu'un hectare de végétal, c'est 5 heures de boulot. Un hectare de production animale, c'est 50 heures de boulot, à la louche, un peu plus en lait, un peu moins en ovin et en bovin viande. Un hectare d'horticulture, on dit 250 heures à peu près. Mais là, il y a... Ça peut durer une année, quoi. Une année ou deux, où, ma foi, quand on est dans le monde animal et qu'on gagne moins dans le végétal, ça peut durer. Mais ça ne peut pas durer très longtemps. Ça ne peut pas durer très longtemps parce que les éleveurs ne peuvent pas être la seule catégorie à travailler plus pour gagner moins. C'est évident que si la production animale ne génère pas plus de revenus qu'en végétal, à partir du moment où on peut faire du blé, le choix va être fait assez rapidement. Et on voit aujourd'hui en Bretagne, notamment dans le centre-Bretagne où je suis, où des agriculteurs sont devenus des céréaliers. C'est pas un leurre, c'est pas un risque, c'est une réalité. Vous voyez beaucoup d'éleveurs devenir céréaliers. Complètement. Et on voit même, pire que ça, on pourrait, en faisant une extrapolation, voir venir une agriculture sans agriculteurs. Donc le gros risque des productions animales en Bretagne, peut-être moins dans certaines zones où on ne peut pas faire autre chose, mais nous ici, dans le Grand Ouest, la base Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, en viande bovine, mais on l'est aussi, c'est que si on ne retrouve pas de la rentabilité à l'hectare, avec l'agrandissement, c'est que des gens arrêtent tout simplement l'élevage pour faire de la culture. Voilà le premier risque. Alors comment retrouver cette rentabilité à l'hectare? Je pense que toutes les politiques publiques, moi je suis un peu extrémiste ici, doivent être concentrées sur les activités qui sont délocalisantes. C'est-à-dire l'élevage, et probablement, mais je connais moins le secteur des fruits et légumes. L'aide publique doit être, si on raisonne efficience budgétaire, et si j'étais ministre de l'Agriculture,
doit être concentré sur les activités délocalisables et entre l'élevage. Et au contraire, moi je pense qu'il faut couper les aides. Je pense que le responsable politique, qu'il soit européen ou pas, il doit penser à ses consommateurs et encourager des activités par des aides couplées pour donner de la rentabilité à des productions qui ne l'auraient pas s'il n'y avait pas les aides. Moi, où je ne suis pas d'accord avec vous à notre point, c'est, vous dites finalement il faudrait faire des paiements anticycliques. Hein. Quand les cours sont plutôt élevés, on réduit un peu les aides et inversement. Moi, l'avantage du marché, c'est qu'il fait la moyenne de ce que les gens pensent, est-ce que c'est élevé ou faible. Parce que si on prend chaque âge individuellement, agriculteur ou pas, il va toujours considérer que son salaire est trop bas. Toujours. Vous avez quand même eu, enfin moi j'ai été marqué par ça, hein, en 2009, tout ça se passe aussi à Dieulé, machin. Il y a quand même des gens qui nous disent, à 400 € la tonne de lait, c'est le minimum pour que je m'en sorte. 300 €, il y en a qui ne vont pas vous le dire au micro, mais il y en a à 300 €, ils disent, moi j'arrive à nourrir ma famille. Donc, à partir de quel moment on dit, je réduis les aides anticycliques? À quel moment on se dit, c'est bon? Un jeune, évidemment, il faut un petit peu plus que bien installé. Donc ça, que le politique dise, moi j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Qu'il l'oriente un tout petit peu et qu'il permette des choses progressives, d'accord. Mais qu'il l'oriente complètement, moi je suis pas. Cela dit, que le politique n'oriente pas au niveau européen, ça c'est sûr. Mais au niveau national, il y a des pays qui sont très libéraux et qui orientent beaucoup. Cet après-midi, Marcel Denieux, ce matin, le directeur Marcel Denieux nous rappelait qu'aux Pays-Bas, pays très libéral s'il en est, on s'apprêtait à faire un transfert du premier au deuxième pilier de 15% et qui injecterait 200 à 300 000 € par exploitation pour la modernisation de l'exploitation laitière. Donc il y a en même temps cette orientation européenne qui n'est pas du tout dans le sens d'une intervention, mais sous ce libéralisme affiché et exercé, il y a des logiques nationales qui sont à l'œuvre et qui sont assez interventionnistes. Et moi je pense que c'est plutôt l'élevage qui est générateur d'emplois, et donc c'est plutôt l'élevage qui doit être soutenu, mais que les éleveurs font ce qu'ils ont envie de faire. C'est ça que je dis. J'ai jamais dit qu'il fallait tout supprimer. Il y a quand même une nuance. Il y a quand même une nuance. Donc j'ai choqué. Non mais là-dessus je vais rebondir parce que quand on a fait un voyage en Allemagne il n'y a pas très longtemps pour analyser leur filière avicole justement, c'est vrai qu'orienter le marché ça a ses limites. Par contre leur politique c'est d'orienter la compétitivité de leurs exploitations. C'est-à-dire que faire en sorte qu'ils sautent les derniers, et c'est ce qu'en France on ne fait pas, à la rigueur avec tout ce qu'on a sur le dos, on a beaucoup de chances de sauter les premiers. Et je pense que c'est cette notion qui est archi importante. Et si là-dessus, j'adhère à 100%. Moi, je voudrais juste réagir à ça aussi, parce que j'ai travaillé aux Pays-Bas il y a quelques années, enfin ça fait 25 ans. J'ai participé à ôter derrière un paysan qui était en dépôt de bilan. Quand en France ça pose problème et que ça fait scandale dans les cantons, aux Pays-Bas, il n'y a pas de problème. C'est dehors et tu dégages. On ne parle jamais des dégâts collatéraux dans ces pays-là. On n'en parle pas. C'est sans doute lié à leur culture protestante ou à leur... mais en tous les cas, on concentre, on montre la réussite, mais très honnêtement, pour y avoir vécu de l'intérieur, c'est pas toujours très beau et très reluisant. Est-ce que le problème n'est pas que les industriels vous traitent, vous les producteurs, comme la grande distribution traite les industriels? Peut-être. Je pense que moi j'ai eu souvent l'occasion de dire que j'ai connu des industriels laitiers qui considéraient que le producteur avait une exploitation et que son exploitation, dans son exploitation il y avait des vaches. Aujourd'hui, on a certains directeurs d'entreprise qui ont un producteur de lait qui correspond à un numéro de collecte. Donc, quand l'approche n'est pas tout à fait la même. Quand vous avez un directeur d'entreprise qui considère que vous êtes le numéro 835 dans la tournée de collecte, ou que vous avez un industriel qui vous dit ah oui, tu habites à tel endroit et tu as tant de vaches, ça veut dire que l'approche,
l'intérêt du directeur de l'entreprise pour le producteur n'est pas tout à fait la même. Je pense qu'on a de plus en plus d'industriels qui sont issus du même milieu que sont issus les directeurs de GMS. Donc c'est un monde financier qui est là pour faire fructifier au mois le mois l'entreprise. On ne peut pas aller contre ça, c'est la société dans laquelle on vit. Sauf qu'il y a des valeurs que l'on essaie de porter au niveau de la production laitière en particulier, qui à des moments sont déconnectés de cette réalité-là. Alors on n'a pas la science infuse, on n'est pas meilleur économiste que peuvent être les économistes des entreprises, sauf qu'il y a une réalité des exploitations que nous vivons au niveau syndical et que certaines n'ont plus ou ne veulent plus voir. C'est là, je pense, qu'il y a toute la difficulté que l'on a entre ce que nous vivons sur nos exploitations et ce que les industriels aujourd'hui ont pris l'habitude de vivre. Et moi, je veux qu'on remette en lien les deux choses. C'est pas possible de continuer de cette façon-là. Bien, peut-être pour finir ce débat, sur les primes PAC, le couplage, Thierry Roquefeuille, vous disiez récemment qu'il fallait un couplage le plus haut par vache laitière. Comment ça s'harmonise avec le souci d'Olivier Alain d'avoir une prime vache consistante pour ce fonds d'élevage? Alors, je ne sais pas s'il faut... lequel des deux il faut écouter, quoi, parce qu'il y en a un qui nous dit qu'avec des primes, il va continuer, et l'autre nous dit sans les primes, ça sera mieux. Donc, Moi, j'ai pas dit sans les primes. La manière de les distribuer. non, mais c'est l'approche en disant l'éleveur sera décideur de ce qu'il va faire au final. C'est très séduisant. C'est très séduisant comme stratégie. Après, moi j'en reste sur la stratégie finale, parce que se dire on se prend la tête pour 2015-2016, mais pourquoi faire derrière? C'est-à-dire, quel est l'objectif d'une politique, d'une réforme de la PAC qui sera mise en place par les pouvoirs publics? Une des premières rencontres que j'ai pu faire au Parlement européen avec un illustre député européen qui s'appelle José Bové, c'est quand on a parlé de la réforme de la PAC, il m'a dit enfin on va prendre de l'argent aux céréaliers pour redonner aux éleveurs. J'ai dit désolé, moi les chiffres que j'ai c'est on prend de l'argent aux laitiers pour redonner aux bovins viande. Donc j'ai dit c'est les éleveurs qui donnent aux éleveurs. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour de piste assez large des problématiques de l'élevage. Je propose qu'on arrête ce débat. Je remercie les intervenants. Et je vous remercie tous de votre attention. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur afjablog.blogspot.fr.